Salam alaikum, Azul, bonsoir. Partout, dans tout le pays, le moins que nous puissions dire est que le moral n'est pas au beau fixe. Un Eid al-Adha massivement boudé pour des raisons ou d'autres, déprime générale dans l'Algérie d'en bas, et même celle du milieu. Pas de vacances, et même pas pour une grande partie de la population, de quoi assurer le minimum vital. Et pour tout arranger, pénurie d'eau, plus ou moins grave, plus ou moins fréquente, qui dure parfois des mois entiers, ne laissant pas le choix aux gens que de se faire approvisionner par un nouveau métier, les citernistes. Mais c'est aussi pénurie de liquidités dans les bureaux de poste et dans certaines banques. C'est aussi des hôpitaux saturés, devenus foyers de propagation de la pandémie. C'est aussi des informations très contradictoires sur la situation de la pandémie. Et c'est aussi, un peu partout, et surtout dans le sud du pays, une canicule insupportable. C'est aussi des incendies de forêt un peu partout. C'est aussi l'ennui, le désœuvrement, un confinement qui n'a de confinement que le nom, puisque c'est plutôt un couvre-feu dont la seule préoccupation est d'empêcher la reprise du Hirak. Un Hirak qui ronge son frein et qui se cherche, qui a besoin de reprendre la lutte sous une autre forme, peut-être. Un Hirak qui découvre aujourd'hui qu'il n'a pas de leader, qu'il a autant de voix qu'il a de manifestants. Dans les cercles du pouvoir, jusqu'à leur clientèle, leur parentèle et leur relais, même morosité en plus d'une peur diffuse, de sombres perspectives, un sentiment d'encerclement et l'incertitude des lendemains au point où ils voient des complots partout. Pas de vacances à l'étranger comme c'était l'habitude, puisque les Algériens font partie désormais de la liste des indésirables en Europe à cause du corona et du manque de maîtrise avec lequel s'est distingué ce régime. Ces privilégiés, qui avaient toujours eu table dressée, sans aucune contrepartie, sinon de faire des discours stériles, ces privilégiés découvrent aujourd'hui le côté sombre de leurs conditions, désormais peu enviables. Ils sont dans la plus totale incapacité de faire face à une situation qui fait eau de toutes parts. Ils sont dans un Titanic qu'ils ne peuvent même pas quitter. Ils sont enchaînés par le coup à leurs mensonges et leurs prédations. Pendant ce temps, c'est une sorte de stand-by, un entracte où tout le monde observe tout le monde. Pendant que certains agents qui sont en réglage automatique continuent de brasser du vent et de semer la haine. Pendant pensant qu'ils peuvent sauver un régime qui est déjà mort, à la différence que celui-ci ne le sait pas encore. Et des cyniques qui continuent de ricaner leur mépris, les opportunistes de caresser dans le sens du poil, les voix de leurs maîtres, d'aboyer leur hogra, les girouettes intellectuelles de pontifier dans le sens du vent, les marchands du temple de fourguer leur bondieuserie, les demi-crates de pondre leurs œufs triangulaires, les loups de bêler, les chatons de rugir. Mais tout ça ne va pas tarder à être balayé. Un nouveau monde se prépare. Une nouvelle Algérie est en gestation. Écoutez la rumeur du fleuve qui se ramasse au loin, qui enfle et gronde et qui s'apprête à dévaler les flancs de la montagne, et qui viendra emporter les vieilles souches et tous les immondices pour que
la parole, la seule qui vaille et la seule qui porte, soit celle du peuple, à travers ses représentants sortis de l'urne transparente. Un peuple qui ne pourra plus jamais être asservi par la faune des larrons en foire politique. Un peuple qui ne se laissera plus jamais subjugué par quelque despote qui soit et qui refusera de se laisser tromper par quelque menteur qui soit. Algérie, l'espoir têtu en une aube nouvelle. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'aurai avec moi Moussab Hammoudi, chercheur en sciences politiques qui sera avec nous depuis Paris, Rachid Mahlaoui, président de la Confédération, on va lui demander, indépendante du travailleur de Ouaharan, président de la Confédération indépendante des travailleurs qui sera avec nous depuis Ouaharan. Karim Boutata, membre de RAJ depuis Alger, et Cheikh Farhat, météorologue, spécialiste en environnement, qui sera avec nous depuis Alger, et Hassan Mouali, qui sera avec nous depuis Tizi Ouzou, où il est en famille depuis quelques jours. Nous allons commencer par Cheikh Farhat, qui ne pourra malheureusement pas rester longtemps avec nous. Cheikh Farhat, merci d'être avec nous. Je vous remercie, Jamal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors... merci, oui. Merci. Oui. Alors, ces feux de forêt qui éclatent un peu partout, qui semblent être vraiment exceptionnels, au point où le président Tebboune a demandé une enquête sur plusieurs points, parmi lesquels ces feux de forêt, justement. Oui, la situation météorologique en Algérie, dans le Maghreb, et même sur la péninsule ibérique et la France, c'est une situation météorologique exceptionnelle. C'est dû au changement climatique.
c'est dû à la hausse des températures, parce que chaque année, on est en train de battre des records de température. Et ces conditions météorologiques favorisent les feux de forêt par absence, taux d'humidité, température élevée et aussi négligence de l'environnement qui est maltraité par les citoyens quand ils partent pique-niquer les week-ends pendant le printemps ou pendant l'hiver. Et quand ils laissent tous les détritus qu'ils emmènent de la ville dans la forêt, et une forêt, ça s'entretient. Et voilà les conséquences, et aussi ces températures caniculaires et le manque de pluviométrie qui fait, il faut être très vigilant. Et aussi, n'oublions pas qu'il y a des pyromanes. Il y a des pyromanes comme ça peut exister dans n'importe quel pays au monde. Alors, quelqu'un à qui nous avons demandé son avis nous a dit que beaucoup d'incendies ont été déclenchés par le nombre de bouteilles qui se trouvent dans les forêts et qui ont un effet de loupe, qui donc déclenche des incendies. Vous êtes d'accord avec cette façon d'expliquer les choses? Je suis d'accord avec ça. Vous avez qu'à demander à mon ami Hassan Mouali qui est avec nous. Alors il va vous le confirmer, parce que généralement, le long des parcours des forêts algériennes, que ce soit en Kabylie ou à l'Oranie ou à l'Est, on en trouve pas mal de traces de bouteilles laissées par des gens qui boivent. Alors, ça peut permettre, le fond de bouteille peut être une loupe et favoriser des feux de forêt. Il y a aussi le plastique et le papier. Il y a aussi les conséquences de l'hiver, parce que l'hiver, il y a des branches qui se cassent. Après, il faut nettoyer une forêt. Alors, automatiquement, ça devient quand même inflammable. Alors, c'est ça qui est... Une forêt, ça s'entretient. Une forêt, ça s'abandonne pas. Une forêt, ça doit être la responsabilité de tout le monde. C'est pas la responsabilité seulement des gens, des gars forestiers. C'est la responsabilité de tout citoyen conscient et qui prend acte et qui aime l'environnement. Et comment expliquez-vous l'absence totale de Canadair qui aurait pu être d'un très grand secours contre ces incendies qui ne sont pas très loin de la mer, hein, rappelons-le? Oui, mais tout dépend. Les Canadair, c'est pas donné à n'importe quel pays. La France, on en possède, mais certains pays riverains de la France, européens, on n'ont pas de Canadair. On essaie maintenant avec des hélicoptères et avec les moyens de bord, et en même temps, là, pour prendre de l'eau de la mer, tout dépend de l'état de la mer aussi. Si elle n'est pas agitée, un Canadair ne peut pas prendre de l'eau si le plan d'eau n'est pas plat, n'est pas calme carrément. Les Canadair, je vous le dis, c'est un instrument pour éteindre les incendies des pays quand même assez développés. Nous, quand même, par rapport à certains pays méditerranéens, que ce soit du nord ou du sud, quand même, on a un arsenal, la protection civile a un arsenal d'hélicoptères qui interviennent. C'est la deuxième année ou la troisième année. On fait avec, qu'est-ce que vous voulez, mais Inch'Allah, on possédera nos Canadair. Inch'Allah. Merci, cher Farhat. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Et Hassan Mouali est avec nous depuis Tizi Ouzou. Hassan Mouali, merci d'avoir accepté notre invitation. Mouch Maana Hassan, il n'est pas encore avec nous. Alors, Rachid Mahlaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Rachid. Bonjour. Bonjour. Rachid, nous sommes en train de parler un peu, nous allons commencer par parler de ces incendies qui ravagent le pays, un peu partout, tout le nord du pays tout particulièrement et les hauts plateaux. Est-ce qu'à Sétif, à Oran, c'est la même situation? Est-ce qu'il y a des incendies de forêt? Non, pas beaucoup. Et bon, les forêts d'Oran ont été tous utilisées pour construction de l'habitat. Ils ont été décapités. Et dernièrement, il y a longtemps, ils ont aussi de couper des arbres à Canaster, à une forêt et tout ça. Oran, vous savez, c'est-à-dire il y avait une mafia de terrains de construction pour détruire tout ce que peut. Et en plus, c'est des forêts en ville,
comme Même Canastel. Canastel, ils ont essayé de détruire la forêt pour Déjà, prendre du terrain, pour en faire de l'immobilier. Oui, il y a déjà, ils ont pris il y a longtemps. Oui, des terrains. les généraux, juste en face de la mer. On connaît bien le site. Hein. Canastel, ils ont pris il y a longtemps. Ils ont pris déjà plus de 3/4. Il restait un quart. Il y avait une guerre, plus chaque fois une guerre, mais ils gagnent. C'est la dictature. Et après, et maintenant, cette fois aussi, ils voulaient prendre encore une autre barre. Et bon, le peuple dans le confinement, il a protesté, mais ils ont calmé les choses, mais on ne sait jamais depuis. Donc, Oran, c'est-à-dire, ça devient une ville, deuxième ville de l'Algérie. Pour eux, c'est le terrain. En plus, c'est en ville. Donc, c'est des forêts pour eux. Je pense qu'il n'y aura plus de forêts à Oran. Voilà. Mais la gestion des forêts, il faut comprendre que la gestion des forêts, c'est une gestion système comme les pompiers, comme paramilitaires. Ouais. C'est pas les travailleurs sont des fonctionnaires, mais ils ont un système paramilitaire. Et la forêt, toute en Algérie, a été profitée pour plusieurs, c'est à Blida, Métisa et tout ça, d'être devenus des terrains de construction. Donc, si on brûle, et la gestion, elle est une gestion catastrophique puisque c'est une paramilitaire, et le pouvoir profiter chaque fois quand ça brûle, il la transfère en construction. Donc, tout au niveau national, nous sommes un syndicat national, on connaît l'information. Qu'est-ce que vous pensez de la demande d'enquête formulée par Tebboune et de la réponse du Premier ministre qui est en train de dire qu'il y a de forts indices qui plaident qui peuvent signifier un complot pour ces 3 points, les incendies de feux de forêt, les pénuries d'eau et le reste. Oui. Maintenant, question de complot étranger, complot à l'intérieur, là, le peuple où il est, entre les deux frontières, de l'étranger et de l'intérieur, il y a la santé, il y a complot. L'eau, il y a complot. L'eau, on parlera après. Les liquidités dans les bureaux de poste. Les liquidités, on parlait moi j'ai parlé déjà, liquidité, c'est un problème de fonctionnement que les deux ministres, c'est Ferhoun et l'autre, qui ont pris beaucoup un budget, c'est-à-dire un budget très fort pour acheter une technologie des cartes, une carte que tu peux sortir n'importe quelle banque. Ils ont fait 2 fois. Et on a fait beaucoup de dossiers pour avoir ces cartes, comme fonctionnaire ou comme un travailleur. Tu as une carte, tu peux sortir de la banque ou de la poste. Les 2 projets, les cartes, ils ont marché 1 mois, 2 mois. Après, il n'y a plus de carte, on n'utilise plus de cette carte. Pour les fonctionnaires, qui est la poste qui a 4 millions ou 5 millions de clients. Donc, on pouvait, avec cet argent qu'on a perdu pour cette technologie, des milliards, c'est-à-dire des millions de dollars, que les 2 ministres responsables, et la dernière, c'est Ferhoun, qui n'est pas encore en prison. Normalement, on fait l'enquête sur cet argent et ce projet qui ont été pris par des millions de dollars et qui ne fonctionnent plus. Ça pouvait éviter dans le confinement. Donc moi, je sors de l'argent, je pars à n'importe quelle banque, je sors l'argent et sans problème de faire la queue à la poste. Mais ils ne fonctionnent plus, ces cartes-là. Voilà, 2 fois. Ils ont fait 2 fois, une fois. Et après, on recommence. Ils ont recommencé. Les gens, ils ont pris les cartes et ça ne fonctionne pas. Et quand le ministre demande aux gens d'utiliser leurs cartes pour acheter les moutons de l'Aïd, alors Et on a fait des cartes où? C'est ce qu'il dit. Auprès des éleveurs qui viennent dans leurs 404 bâchés. Mais c'est-à-dire c'est plaisanterie. Moi, je parle déjà de la carte pour sortir de n'importe quelle banque qui a été faite. Même dans les distributeurs, elles ne fonctionnent pas, ces cartes. Ça ne fonctionne pas. Il y a deux fois le projet a été renouvelé et ça ne fonctionne pas, c'est 10 millions de dollars. Et j'ai demandé qu'une enquête soit ouverte et les 2 ministres soient en prison parce que c'est eux qui ont donné ce projet. Maintenant, pour acheter des cartes avec la carte aux éleveurs, il a cette machine qui est portable, on la trouve où celle-là? On la trouve où? C'est se moquer du monde. Restez avec nous, Rachid. Hassan Mouali vient de nous rejoindre. Hassan, Eid Mabrouk, merci d'avoir accepté notre invitation. Mon frère Jamal, à votre disposition. Alors, Hassan, nous sommes en train de parler
de cette enquête demandée par M. Tebboune au Premier ministre, lequel Premier ministre est en train de déclarer qu'il y a des indices qui plaident en la faveur d'un complot possible. Alors, à votre avis, nous allons commencer. Nous étions en train de parler des incendies, des feux de forêt en Kabylie où vous vous trouvez en ce moment. Il paraît que c'est assez sérieux. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Ah ben écoute, ça tombe à pic. Je suis au beau milieu d'un maquis. Je suis dans la région d'Isheridan, là où il a été tourné le fameux film L'Opium et le bâton. Je suis juste devant le mausolée, la stèle érigée en mémoire de Fadman Soubert. Heureusement, ce massif forestier est pour l'instant sauvé. Il n'y a pas de feu. Mais ma foi, penser qu'il y a complot parce qu'il y a des incendies, j'ai presque envie de rire, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des incendies de forêt en Algérie. C'est tout à fait normal. Chaque été, comme dans n'importe quel pays au monde qui a des massifs forestiers, il y a des incendies, qu'ils soient d'origine criminelle ou d'origine naturelle, entre guillemets, peu importe. Mais il y a des incendies. Tout le monde se souvient des incendies terribles qui ont eu lieu au Portugal, je crois qu'il y a 2 ans ou 3 ans de ça, en France, en Californie. Donc il y a des complots partout. C'est la main de l'étranger partout. Non, franchement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Après, qu'il y ait des mains criminelles, oui, c'est possible. C'est possible. Tout le monde sait qu'on jette tout et n'importe quoi dans nos forêts. Les gens qui consomment de la bière, ils jettent des canettes de bière et des bouteilles même. Il paraît que ça produit des étincelles et ça lance des forêts. Il y a des gens qui lancent des mégots à partir de leur voiture. Il termine sa cigarette, il l'envoie dehors, donc ça crée un incendie. Oui, tout ça, ça existe. Mais dire qu'il y a un complot visant, je sais pas quoi, l'autorité de l'État ou ou un coup d'État ou je sais pas quoi, franchement, c'est fou. Qu'en est-il de la lutte contre les feux de forêt? Est-ce que les sapeurs-pompiers disposent de suffisamment de moyens pour y faire face? Alors, Jamal, c'est l'occasion de rendre un immense hommage aux sapeurs-pompiers algériens qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, c'est tout le monde qui le dit. Il y a 3 ans de ça, ou 4 ans, je me souviens qu'il y a eu des feux, surtout en Kabylie, je me souviens, et il y avait même risque que des maisons soient brûlées. Et on a demandé pourquoi l'État ne dispose pas de Canadair, les fameux avions qui lâchent de l'eau et tout. Et jusqu'à présent, on ne voit rien venir. Qu'est-ce qui empêche un pays qui dépense des milliards de dollars dans tous les domaines, surtout l'achat des armes et tout ça. Mais bon, voilà, la lutte contre les incendies, ça fait partie des priorités, je pense, d'un gouvernement. Mais on constate malheureusement qu'il n'y a pas... La situation n'évolue pas. C'est comme une espèce de fatalité divine, on doit l'assumer. Chaque début d'été, on prend on a la peur au ventre. Les citoyens qui habitent tout près des massifs forestiers, dorment la peur au ventre qu'il y a un incendie qui risque de les brûler vifs. Et l'État ne fait rien du tout. Et restez avec nous, Hassan, restez avec nous. Moussab Hammoudi, Aïd Mbrouk, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamal Din. Aïd Mbrouk à toi, aux invités, aux téléspectateurs. Alors, Moussab Hammoudi, merci d'abord. Moussab Hammoudi, sur ces histoires de feux de forêt pour lesquelles M. Tebboune, le président de la République, appelons-le comme ça, a demandé une enquête au Premier ministre. Il lui a demandé de diligenter dans l'urgence et immédiatement, ce sont ses propres termes, une enquête, et le Premier ministre qui a fait une déclaration où il dit qu'il y a des indices qui pourraient conduire à l'hypothèse de complot. Oui, bien sûr. C'est du médiocre. C'est dans l'habitude. Maintenant, on est habitué à ces sorties. On fait avec. Personne n'y croit. Et dès que ces verbosités sont formulées, aussitôt elles sont rejetées. Mais en tout cas aussi, c'est une façon de leur part, de la part de Tebboune et de Jarrad, de dire sans grande poésie que l'enfer c'est les autres. C'est-à-dire, c'est une façon de dire que c'est pas nous
qui sommes responsables de cela, c'est quelqu'un d'autre, donc une façon de se dédouaner. Or, on sait qu'il y a une énorme faille dans les systèmes qui sont inexistants. Il n'y a pas en Algérie, parce que le régime n'est pas politique, ne fonctionne pas politiquement, il y a d'énormes failles au niveau de la gestion des incidents et des accidents, parce que des accidents comme le feu de forêt, il y a toute une chaîne pour régler ça, pour le suivre, pour le suivre et faire de la prévention contre ça, même avant que ça ait lieu. Même si ça ait eu lieu, il y a les moyens à disposition pour faire face. Donc, ces systèmes, généralement, on voit les trous dans le régime algérien, parce qu'il n'y a pas, primo, il n'y a pas les moyens pour lutter, donc il y a un manque criant de moyens qui saute aux yeux, et donc, dès qu'il n'y a pas moyen, qu'est-ce que cela induit? C'est qu'il n'y a pas une volonté politique. Le deuxième point, c'est les lourdeurs administratives. Et ça, c'est la question bureaucratique, parce que pour éteindre un feu, en Algérie, il y a déjà un processus administratif à faire avant que d'intervenir. Le troisième point, bien sûr, c'est la faiblesse et, j'allais dire, de l'action préventive. C'est-à-dire, en Algérie, on ne fait pas de la prévention, il n'y a pas d'analyse, de capacité de faire de l'analyse de risque. Et du coup, on voit chaque début d'été, on sait aussi qu'il y aura des feux énormes qui détruisent les massifs forestiers et des richesses aussi de faune et de flore. Elles sont innombrables, mais on citera même le pain d'Alep, qui est une denrée très spécifique à l'Algérie. Mais on voit ça et on ne bouge pas. Le problème est toujours d'ordre politique. Il n'y a pas de volonté politique pour lutter contre ça. Maintenant, concernant les causes, bien sûr, elles ne sont pas que d'un ordre, j'allais dire, de la bouteille qui fait un effet de loupe ou de la canette ou tout ça. Parce qu'il y a aussi des opérations qu'on a vues sur le terrain qui sont très étranges et qui posent énormément de points d'interrogation. Par exemple, des incidents qui font un tracé droit et qui parcourent une énorme superficie, ça pose une question. Et quand on voit des pneus qui sont chargés de combustible, puis enflammés et relâchés pour qu'elles roulent et elles lâchent sur les côtés les flammes, ça pose question. Il y a quelque chose qui est provoqué. Où est-ce qu'on a vu ça, Moussa Hamoudi, des pneus dont l'intérieur est chargé de combustible et qu'on fait rouler pour... Il y a des feux, on le voit énormément dans les régions Est, un peu partout. C'est une pratique qu'on voit. On en parle énormément, mais malheureusement, il n'y a pas de bons anthropologues ou de bons observateurs pour relayer ça. Et les enquêtes des sapeurs-pompiers et de la protection civile ne disent pas grand-chose sur les... Et d'après vous, ce sont des pyromanes ou c'est un complot, comme le prétend la thèse officielle? Non, bien sûr. Bon, on n'a pas une version officielle, il faut faire des recherches. Mais bon, le complot, c'est facile à dire. Et donc, il y a aussi des pyromanes. Le problème avec Tebboune, avec sa sortie, c'est qu'il reconnaît deux choses. Parce qu'il reconnaît d'abord que le problème est sérieux. Il y a des problèmes qui sont très sérieux. Ça, il n'a pas l'habitude de le reconnaître. Et de deux, il reconnaît qu'il est incapable de les gérer. Et donc après, il passe le mot à Jarrad qui lui enfonce la situation plus en disant que c'est un complot. Donc il y a beaucoup de problèmes, mais c'est pas lui le concerné, c'est pas l'exécutif qui est le concerné. Je sais pas pourquoi ils travaillent et qu'est-ce qu'ils font quand ils travaillent. Mais en tout cas, si on dit que tout est complot, excusez-moi pour le peu, mais les liquidités, les coupures d'eau et d'électricité, ça, c'est pas de l'essor des complotistes. Eh bien, justement, nous allons en parler. Rachid Maalaoui, les pénuries d'eau. Tout le monde sait que ce n'est pas nouveau. Ça dure depuis des décennies. Et des villes plus que d'autres. Il y a certaines villes qui n'ont pas vu d'eau depuis des années. Je donne l'exemple tout simple de Tébessa, où maintenant ils ont inventé un nouveau métier, les citernistes. Des gens qui ont des citernes et qui vont les vendre 1500 dinars la citerne pour des gens qui ont eux-mêmes des citernes sur la terrasse de leur maison et qui donc n'ont pas d'autre choix. Les robinets ne donnent plus d'eau, quasiment. Alors, à Wahran, Rachid Maalaoui, comment ça se passe en matière d'approvisionnement en eau? En tout cas, il y a une chose, le problème de l'eau à l'ouest du pays, et spécialement Oran, il y a longtemps qu'on vivait, qu'on était petit, on a
je me souviens, en 88, ça en parenthèse seulement, en 88, il y avait la révolte et les services ils sont venus me chercher à la maison. Et donc, nous, on est dans un immeuble populaire. Et j'attendais 5 heures du matin parce que à 5 heures du matin, tous les voisins, les habitants du meuble, ils descendent pour remplir l'eau. Et après, moi, j'ai pris la fuite par la terrasse. Donc, ça, c'est une vie. Mais après, ils ont investi. Pendant la période où il y avait de l'argent, ils ont investi beaucoup d'argent pour la conduite, pour le barrage, pour amener de l'eau du barrage de Tlemcen, de Chlef et tout ça. Donc, donc l'eau, elle était améliorée un peu par rapport, il n'y a pas beaucoup de coupures, mais on boit jusqu'à maintenant, on ne boit pas l'eau de la robinet. C'est fait pour le ménage seulement ou pour le douche et tout ça. On ne boit pas. En Bekrine, on achète ça s'appelle l'eau hlou, le malhlou, mahlou. On l'achète comment? En bouteille? Dans des citernes? Comment? Non, dans citernes. Des citernes, ils nous vendaient des lots hlou même Bekri, et des citernes qui viennent nous vendre le hlou. Et il y a même une pièce théâtrale de Aloula qui a joué sur ça, le mahlou. Bon, maintenant la question se pose. Ce qui se pose maintenant, il y a des reconnaissances de l'OPEOL, c'est-à-dire la société qui est chargée de distribution d'eau. Elle reconnaît il y a un problème est et ouest d'Oran. Donc à l'ouest, il y a un problème, ils disent, de conduite, qui sont en panne, qui sont en train d'éclater, et en même temps, l'eau qui vient de Chlef, la conduite, les conduits sont en train d'éclater. Ils ont dit qu'elle était mal faite pendant les projets de Chlef. Donc la corruption, on est en train de subir la corruption des projets pendant la période de Bouteflika, et voilà le résultat. Par rapport à l'Est, ils disent que c'est pénurie d'eau, c'est-à-dire il y a une pénurie d'eau de Tlemcen et on est obligé, mais ils sont en train c'est-à-dire de couper l'eau pour, c'est-à-dire une fois par 4 jours, 5 jours, 6 jours, et à l'est d'Oran. Donc, et les gens, c'est-à-dire qui ont construit à l'ouest d'Oran plutôt. Il y a à l'ouest. À l'ouest, c'est Tlemcen et à l'est, c'est Chlef. Oui, à l'est de Mesreguine et à l'ouest, c'est-à-dire de Tlemcen et à l'est de Belgique et tout ça des autres côtés. Donc, ils disent que l'eau de Tlemcen qui vient, donc, un problème de conduite, donc un peu de pénurie de l'eau, mais il y a beaucoup de coupures, et chaque jour il y a des coupures, 3 jours, 4 jours, et à l'ouest, ils disent la conduite de Chlef, donc qui vient de Chlef. Donc, d'une manière générale, il y a un problème d'eau à Oran et dans les autres villes de l'ouest. Oui, il y a un problème à Oran et la région, problème d'eau, et ça c'est... Ils disent, le père dit qu'il y avait mal construction, les conduites, les conduites et la matière, elle n'était pas efficace, c'est pour ça qu'elle est en train d'éclater. Donc ça dure de longtemps, quoi, ce n'est pas nouveau. Non, c'est-à-dire le résultat de la corruption, quand ils ont décidé d'investir des milliards des millions de dollars pour faire revenir l'eau à Oran avec des nouveaux conduites et tout ça, ces conduites ils sont en train d'éclater. Restez avec nous, Rachid. Oui. Hassan Mouali, et en Kabylie, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a autant de pénurie d'eau que dans le reste du pays? Est-ce que c'est géré un temps soit bien, un temps soit mieux? Je suppose que c'est la même chose. Durant l'Aïd d'ailleurs, on a eu droit à 2 heures d'eau uniquement. Même quand on égorgeait le mouton, il n'y avait pas d'eau. Voilà. Donc on a eu droit à 2 heures et c'est tout le monde de beaucoup de villages se plaignent. Hein. Donc comme tu le dis à Tébessa, c'est la même chose. Il y a ce système de citernage. Les gens achètent tout simplement, je crois que c'est 5000 dinars, 5000 dinars pour une citerne, et les gens maintenant s'équipent à domicile. Ils achètent des citernes qu'ils installent sur les terrasses, ils les remplissent quand l'eau vient, et puis ils essaient de gérer la situation. Donc c'est pour dire que globalement c'est le même topo dans toutes les régions du pays. Et on sait que notre pays c'est un pays semi-aride.
Mais quand même, les pouvoirs publics, les gouvernements, plutôt que de pointer à chaque fois les complots contre la nation et les enquêtes et tout ça, c'est une façon de noyer le problème et de se dédouaner, comme l'a dit notre ami, et il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Il n'y a pas de raison que certains villages, certaines localités disposent de l'eau H24. À Alger, par exemple, la capitale c'est H24. Et qu'ailleurs, dans d'autres régions du pays, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas une Algérie utile et une Algérie futile. Il faut que la justice sociale... Mais Alger, nous avons reçu des messages, ce n'est pas tout Alger qui a de l'eau. Il y a des quartiers qui n'ont pas vu de l'eau le jour de l'Aïd, par exemple. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu de l'eau pendant 3 jours. Ça dépend des quartiers aussi. Oui, bien sûr, Alger, bien sûr. Tu imagines très bien mon ami Jamel qui ne peut pas manquer d'eau à Fidra, par exemple. C'est pas possible. Au Golfe, le Mouradia, il peut pas manquer d'eau. Ah, j'imagine bien. Oui, bien sûr. Pas loin du club des Pins, il ne va pas manquer d'eau, bien sûr. Mais après, si tu parles de Zghara, Baranès, Bouzara ou je ne sais pas quoi, naturellement, c'est le peuple, le petit peuple qui trinque. Et voilà, donc moi, ce qui me concerne, ce qui me chagrine dans cette affaire, c'est l'attitude de nos gouvernants. Le président qui appelle à une enquête comme si c'était un complot contre l'État algérien, une enquête sur les incendies. Les incendies, ça existe. Les pénuries d'eau, ça existe. Il faut apporter des solutions. Un gouvernement, on n'attend pas d'un gouvernement qui lance des enquêtes. On sait où est le problème. Est-ce qu'il y a des fuites? La gestion de l'eau à Alger, par exemple, est confiée à une société française. Seal, algéro-française de droit algérien, mais française, c'est Suez. Il faut demander des comptes à cette entreprise si elle ne fait pas bien son travail. Constantine, Oran, il n'est pas question que les Algériens, chaque année, souffrent des mêmes problèmes. On veut de nouveaux problèmes. On veut, ça n'est tellement qu'on est dégoûté de faire face aux mêmes problèmes, on veut découvrir d'autres soucis quotidiens que l'eau et les incendies. Il faut qu'on en finisse. On mesure, Hassan, aujourd'hui, on mesure ce qu'a été le fourvoiement, l'incompétence, la carence de ce régime qui a dépensé 1000 milliards de dollars en 20 ans, qui n'a pas su se doter d'un réseau hydraulique un tant soit peu valable, d'usines de dessalement d'eau de mer et autres solutions qu'il aurait pu mettre en place. Absolument, tu fais bien de le dire. D'ailleurs, il faut rappeler le géant. On nous a présenté le projet comme étant un gigantesque projet de transfert d'eau à Tamanrasset. À Tamanrasset, oui. Sur, je crois, 650 km. Eh bien, figure-toi, Tamanrasset ville, on n'a pas d'eau. C'est incroyable. Avec tout l'argent qui a été injecté pour ramener de Ain Salah de l'eau, et ils n'ont pas d'eau en ville? Absolument. Moi, j'ai entendu quelqu'un parler à une télévision, à Tamanrasset ville, ils n'ont pas d'eau, et quand elle est là, elle n'est pas potable. Donc, c'est 3 milliards de dollars. Je crois que ça a coûté ce projet avec Abdelmalek Sellal, qui en a fait à l'époque une œuvre magique. Tu vois, le transfert d'eau de Ain Salah à Tamanrasset. Et finalement, les gens en soif encore à Tamanrasset. Donc, tu imagines un petit peu si la même gabegie, la même mauvaise gestion a été vérifiée dans les 4 coins du pays. C'est des milliards de dollars qui sont partis comme ça, qui ont été injectés. On découvre finalement que nous étions gouvernés par une faune de voleurs, de pilleurs, voilà, qui ont saigné à blanc le trésor public, et finalement, pour que le bon petit peuple mesquine, il n'a rien du tout, il n'a même pas l'eau courante, qui est un droit élémentaire parmi les droits de l'homme, il n'a pas d'eau. Alors, pensez à acheter des canadaires pour éteindre les feux, ou alors, parlons toujours des incendies, Jamal. Pourquoi ne pas ouvrir des pistes agricoles, des pistes forestières? On sait qu'il y a une fatalité, que les incendies peuvent se déclarer d'une manière ou d'une autre. Mais on peut limiter les dégâts, les dégâts et les victimes humaines en ouvrant des pistes agricoles pour faciliter justement aux sapeurs-pompiers d'intervenir à temps et sauver beaucoup de choses. D'accord? Mais on n'a pas fait ça. Est-ce que quand on n'a pas été capable d'ouvrir des pistes agricoles, on doit accuser, on doit soupçonner qu'il y a un complot? Je suis désolé, ça s'appelle de la mauvaise gouvernance. Point barre. D'accord? Alors, gouverner, c'est prévoir.
Oui. Quand on a les mêmes problèmes qui reviennent chaque année et on ne les règle pas, après on dit au bon peuple qu'il y a un complot, je suis désolé, mais ça s'appelle de l'incompétence. Alors nous allons écouter la déclaration du Premier ministre. حول هذه الاشياء اللي تكلمت عليها، الحرائق تاع الغابات، اثنين قبل السيوله في مراكز البريد، ولاحظنا كذلك ان هناك نقص نسبي، اقول نسبي في المياه خاصه في يوم ايام العيد. لماذا السيد الرئيس اخذ هذا القرار؟ لانه او هذا الامر لأنه لاحظنا أن هناك غريب أن نوع من الصدفة بين 3 عمليات في نفس شهر تمس بعدم استقرار المواطن، يعني خلق مشاكل للمواطن وعلاقة المواطن بالسلطات العمومية. فعندما تكلمي عن السيولات، أعرف الأخت الكريمة أنه في شهر واحد 4000 مليار سنتيم اللي خرجت من البريد والمواصلات. 4000 مليار، واحد من يجي يتكلم بالرقم هذا هائل، الرقم هائل. إذا ليس قضية السيولة، لكن هناك من حاولوا أن لا يردوا السيولة، لأنه على بالك كان أخذ ورد، دخول وخروج سيولة في المكاتب البريد. عندما تخرج سيولة تتوقف فجأة، وهذه أول مرة شفناها. كانت هناك نقص سيولات في السنوات الأخيرة، لكن المرحلة هذه أكبر عدد المواطن يطلبوا تاع السيولة كان في هذه المرحلة. كان وقع إذن خلل. هذا الخلل هذا نحن قمنا هذا لا يعني أن ليست هناك بعض النقائص من الناحية العملية والإدارية، أنا لا أغطي هذا، لكن الواقع هو أنه 4000 مليار اللي خرجت سنتيم، وبقى الإشكال، معنى أنه عندما المواطن يأخذ الفلوس نتاعو السيولة لا تدخل. والغريب ثاني اللي شفنا بعض المواطنين يوميا يجي يسحب، والغدوه يجي يسحب، ويزيد الاخر يزيد يسحب الى غير ذلك. فقمنا بنوع من التدقيق، لاحظنا بلي هناك نوع من المؤامره لخلق اشكال، خاصه في يومين تاع في الاسابيع اللي قبل العيد. Alors, avant d'en arriver à ce sujet du complot, Moussa Hamoudi, les liquidités. Il est vrai, on ne peut pas ne pas le reconnaître, qu'il y a un problème de circulation des fonds. Les fonds sortent, ils nous parlent de 4 000 milliards de centimes, ce qui n'est pas beaucoup en soi, hein, quand on divise par le nombre des gens, des usagers. Ce n'est pas beaucoup. À compter seulement 1 million de centimes par personne, on a une idée un peu, alors qu'il y a des millions de gens qui ont des comptes courants. Donc, mais sinon, comment expliquez-vous, et là, on est un peu tenté de penser à cette possibilité de complot, à cette thèse de complot, comment qu'est-ce qui fait que les liquidités ne circulent pas? Pourquoi elles sortent? Pourquoi il y a rétention ou thésaurisation quelque part? Qui est-ce qui retient ces très fortes sommes et qui les empêche de circuler? En vérité, je viens d'écouter les propos de Jarad qui vient de tomber, et juste une réaction à vif, d'abord sur un premier point et puis sur le point que vous relevez. Le premier point est qu'il dit qu'il a remarqué quelque chose d'extraordinaire et qu'il y a eu lieu de 3 opérations semblables qui ont attiré l'attention puisqu'elles se sont déroulées en un mois. Donc ça a tiré la sonnette d'alarme. Bien sûr, c'est de la supercherie, ça veut rien dire. Donc 3 opérations semblables et qui soient équivoques dans un laps de 1 heure, oui, ça attire l'attention, mais dans un mois, ça n'a aucun sens.
Le deuxième point, c'est bien sûr la circulation des liquidités. Bien sûr, c'est caduc ce que dit, c'est de la pure supercherie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un système monétaire, on n'a pas le système financier dans les banques. En Algérie, tout est informel. D'où vient le marché informel ou le square? Ça vient et c'est incité par les banques elles-mêmes. Pourquoi on n'a pas de système bancaire fort et des banques fortes? Puisqu'il n'y a pas de l'investissement d'une part, puisqu'il n'y a pas de marché financier, les actifs dans la bourse d'Alger, la banque d'Algérie, donc sont quasiment nuls. Ce sont 5 banques qui sont au négatif. Et puis, comme il n'y a pas des opérations monétaires, comme il n'y a pas de marché financier interne, et donc, bien sûr, il n'y a pas d'épargne. Donc ici, il ne peut pas y avoir dépôt et retrait des liquidités. Il ne peut y avoir que des retraits qui ne reviendront pas puisqu'elles circulent à travers le circuit informel. Les gens, la population, les citoyens ne font pas confiance dans le système bancaire, donc ils vont aller dans la shkara, donc ils vont épargner chez eux, dans les sacs, dans les oreillers, et on connaît les matelas d'argent, comme on les appelle, et donc il n'y aura jamais... Ça veut dire il n'y a pas de dépôt, il y a des retraits seulement, puisque les gens, le dépôt, c'est généralement l'administration qui verse soit les pensions, soit les salaires, soit les traitements, et les gens les bénéficiaires viennent pour les prendre, mais ils ne les remettent plus, ils les gardent chez eux, parce qu'ils ne font pas confiance au système financier. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Exactement, et plus précisément pas que le système financier, mais aussi le système monétaire à l'intérieur de l'économie. Donc les deux, le financier et l'économie et le monétaire à l'intérieur de l'économie. Et bien sûr, parce que aussi, on sait qu'il y a des affaires de planche à billets, il y a des malformations dans le système économique algérien qui n'incitent pas les gens à investir dans les marchés financiers algériens. Et pour que l'argent circule dans le circuit économique, il faut qu'il y ait investissement, il faut qu'il y ait de l'épargne. Tout ça n'est pas possible parce qu'on n'a pas les instruments pour. Il faut aussi souligner quelque chose, parce que toute cette histoire, il ne faut pas croire qu'elle est indépendante de la nature du régime, de la mentalité des généraux sécuritaires des mukhabarat. Il faut savoir que leur mentalité est de toujours aller vers la privation, c'est-à-dire priver le citoyen du confort en guise de vengeance. N'oublions pas aussi qu'il y a des citoyens qui se soulèvent, qui ont pris une forme très particulière, très postmoderne de Hirak, et qui contestent la légitimité, et qui contestent aussi le pouvoir à ce régime, et donc ils se vengent. Tous les moyens sont bons pour la vengeance, et c'est pour ça qu'ils les mettent ainsi dans l'inconfort. Maintenant, cette histoire de complot, c'est un raccourci très facile, mais on aimerait bien, on est très tenté de les questionner aussi, pourquoi il n'y a pas un complot pour Al-Harga? Pourquoi il n'y a pas un complot lorsqu'ils reçoivent des injonctions directes et rabaissantes du Quai d'Orsay pour qu'ils puissent obtempérer et libérer... Oui, très bien. Et nous reviendrons justement sur cette question très intéressante que vous soulevez. Pourquoi parmi les points d'enquête qu'a demandé M. Tebboune, il n'y a pas eu de demande d'enquête sur cette harga incroyable, absolument inédite, et pourquoi il n'y a pas eu d'enquête sur qui a ordonné l'incarcération des collaborateurs de France 24. Je reviens à vous, Moussab Hammoudi. Rachid Malawi, Moussab nous dit quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que pour lui, il n'y a pas de rétention de fonds qui empêche la circulation de la monnaie. Il n'y a pas de rétention par de grosses forces d'argent. Mais d'après lui, c'est très massif. Ce sont tous les épargnants ou tous les bénéficiaires des comptes courants qui prennent l'argent qu'on leur verse, mais qui ne le remettent plus dans le circuit, dans leur compte. C'est ce qui expliquerait, selon lui, pourquoi il y a cet assèchement des fonds et pourquoi il n'y a pas de circulation. Le problème déjà, le dinar, il est imprimé en Algérie. Oui. Donc, la blanche de billets qui ont choisi ce fait de ne pas endetter de l'extérieur d'imprimer les billets, c'est en Algérie. Donc voilà, normalement, la liquidité, et on a là. Moi, j'ai parlé des cartes et tout ça. Maintenant, s'il y a un complot qui veut dire qu'il y a une guerre de clans au niveau du système, et c'est-à-dire chaque clan il veut descendre l'autre, on a vu ça, mais je pense
aussi, c'est plus facile d'un gestionnaire qu'il comprenne que avant, il y a l'Aïd, il y a Ramadan, il y avait l'Aïd, il y a le confinement. Et dans le confinement, moi j'ai parlé déjà, il y a 2 millions, 3 millions qui touchent plus de salaire. Déjà, normalement, liquidité, il y en a, puisqu'il y a 2 millions, plus de 3 000 qui touchent plus de salaire. C'est les travailleurs de services privés, par exemple café, transport, coiffeur, tout ce qui... Les travaux publics et bâtiments. J'attends. Les travaux publics et hydrauliques en même temps, oui. parce que les constructions, il n'y en a pas. Donc, tous ces travailleurs secteur économique comme privé et secteur service public de l'État, de privé. Oui. Donc, c'est des millions qui touchent, ils n'ont plus de salaire. Les kawajiyin, les taxiers, tout. Ils n'ont plus de salaire. Donc, il n'y a pas de rentrée d'argent. En plus, on a 40% de travailleurs informels. Même ce travailleur informel, il n'y a plus. Parce qu'il n'y a plus de travail et tout est fermé. Même si les boulangers, il y avait des travailleurs des pâtisseries qui sont informels, qui travaillent informels, il n'y a plus de pâtisserie, il n'y a plus de boulanger. Donc, l'argent, elle est où? Ces gens-là, ils n'ont pas d'argent pour manger. Déjà, l'éclatement social va venir. Ils n'ont pas d'argent pour venir. Et quand ils ont décidé d'ajouter payer 1 million pour une famille, les familles pauvres, il y a 6 mois. Et même, c'est bon, on reconnaît que la majorité n'ont pas reçu 7 millions. Il a critiqué cette situation. Et après, ils ont décidé, le dernier Conseil des ministres, de dire, voilà, quand nous on a parlé, ils ont dit, on va voir comment donner 3 millions aux entreprises privées de services et tout ça. Mais quelles sont ces entreprises? Est-ce que tu donnes aux patrons ou tu donnes aux travailleurs? C'est ça la question, parce que le patron du café aussi n'a pas de salaire, mais il y a une réserve. Mais le travailleur du café n'a pas rien du tout, ni réserve, ni rien. Donc, si on fait tout ça, c'est-à-dire on rassemble tout ça, la liquidité, elle est partie où? Donc, il y a un problème de gestion. Donc, c'est pas un complot, c'est un problème de gestion. Nous, on a dit, toute l'administration du postier, la poste, la majorité des directeurs et des autres, elle a été envahie par une corruption, par la direction qui était, les ministres et même le syndicat qui était à la tête de complicité totale pour placer des directeurs incompétents et le vol dans la poste de liquidité, de vol des comptes. Il y a plusieurs vols. Il y a été fuite de vol de comptes. C'est-à-dire les gens volent les comptes des morts, des retraités qui ont mort. C'est-à-dire il y a plusieurs de catastrophes dans la... Ils veulent, c'est-à-dire, ils n'ont rien fait pour avancer pendant ces fêtes-là. On a besoin de liquidité. Et en plus, pendant le confinement, on mange seulement. On essaie de manger toute la journée. On fait rien. On travaille pas. On essaie de donner à la famille qui n'ont pas. Donc seulement manger. Donc les gens, ils ont besoin d'argent pour acheter. Ça, c'est logique. Ça, même dans d'autres pays au monde, le problème se posait, mais il y avait la technologie. Voilà. C'est-à-dire pour te dire que il y a le système, il est en train, c'est-à-dire le pouvoir, mais de maintenant, il essaie de trouver des alibis pour c'est-à-dire dire que bon, c'est pas ma faute, mais lui n'a rien fait pour essayer de régulariser. Donc il dit on va faire une enquête, l'enquête va passer là et on va oublier tout ça et on rentre d'autres problèmes qui vont venir. Et restez avec nous. Hassan Mouali, ce sont des hypothèses intéressantes. Moussa Hamoudi qui nous dit qu'il n'y a pas de rétention faite par des forces d'argent dans le but de complot, ni de thésaurisation massive, mais juste que les gens qui bénéficient de ces comptes courants, généralement, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se faire virer leur argent dans ces comptes, mais une fois qu'ils les retirent, ils ne le remettent plus parce qu'ils ne font pas confiance, tout simplement. La preuve, maintenant, ils sont obligés de faire des jours et des jours de chaîne, de queue, pour pouvoir retirer leur salaire. Et Rachid Malawi qui nous dit que normalement, la situation aurait dû être meilleure entre guillemets, pour les postes, les comptes courants, puisqu'il y a des millions de gens qui ne reçoivent plus rien dans leurs comptes, puisqu'ils ont été soit licenciés, soit poussés à la faillite par le confinement, ça veut dire par la non-activité. Hassan, à votre avis?
Wallah, ya Jamal, les propos du Premier ministre Jarrad auraient été vraiment recevables s'ils avaient été tenus par le citoyen lambda, un Algérien lambda qui se pose des questions, il essaie de trouver des solutions comme ça, il balance, il dit qu'il y a rétention, complot, je sais pas. Mais il est Premier ministre. La réponse, la question qu'il pose, il y a la réponse dans la question. Il y a des retraits massifs. Pourquoi il y a des retraits massifs? Parce qu'il y a l'AID, on se connaît quand même. Les gens ont besoin d'argent pour acheter le mouton, pour faire face aux dépenses de l'AID, donc c'est tout à fait normal. Les 4 000 milliards de dinars qu'il a annoncé, c'est, je suis désolé de le dire, et permettez-moi l'expression, c'est du pipi de chat. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que la Poste, ce n'est pas une caisse de dépôt. Ce n'est pas une banque au sens conventionnel du terme. C'est de l'argent qui transite. Ce sont des salaires. Généralement, c'est des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires qui se font virer leur argent via la Poste. Donc, quand il dit il n'y a pas eu de dépôt, il y a eu des retraits massifs, mais pas de dépôt. Mais depuis quand les gens virent l'argent, déposent leur argent dans des comptes CCP? À ma connaissance, non. Ceux qui ont beaucoup de fonds, ils préfèrent ouvrir un compte dans une banque, tout simplement. La banque, elle est faite pour ça. À partir du moment où la Poste, on ne l'a pas transformée en banque, comme en France, par exemple, la banque postale, la Poste algérienne, elle sert uniquement à virer les salaires des entreprises. Il faut savoir, comme l'a si bien dit M. Malawi, que beaucoup des milliers peut-être d'entreprises privées, surtout, ont cessé de travailler, donc ils ne payent plus leurs salariés via la Poste. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dépôt. À cause du Covid, depuis 5 mois, ils ne travaillent plus. Donc il y a peut-être des milliers, voire peut-être même 1 million d'Algériens qui ne perçoivent plus leur salaire. Par contre, ceux qui ont de l'argent, je pense qu'ils se font virer dans leur compte bancaire. Et maintenant, s'ils ne déposent pas leur argent dans les banques publiques, peut-être qu'il y a aussi une méfiance vis-à-vis des autorités en général et des banques et du système financier en particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas de la rétention, c'est un manque de confiance, tout simplement. Non, c'est pas du tout de la rétention. Ils se disent que politiquement, il y a des incertitudes politiques, il y a un horizon économique brumeux. La situation financière du pays, elle est inquiétante. Elle est inquiétante parce qu'il nous reste quelque chose comme 52 milliards de dollars dans les caisses et d'ici décembre, ça va être 20 milliards uniquement. Donc l'État n'a pas d'argent, crise politique, possible crise sociale plus tard. Donc ils se disent, je préfère thésauriser, ramener mes fonds et les mettre dans les matins, comme l'a dit notre ami. C'est un peu un réflexe logique. Moi, j'aurais fait la même chose. Je ne fais pas confiance. Je ne fais pas confiance. Demain, on sera en cessation de paiement. Peut-être les petits fonds, les petites économies, mon bas de laine que j'ai placé dans une banque publique, ils vont dire qu'on va l'utiliser pour payer les travailleurs de Sonatrach ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est un réflexe un peu légitime des gens qui ne déposent pas. Mais la Poste, elle n'a pas vocation à recevoir des fonds pour y être déposés pour longtemps. C'est un transit. Ce n'est pas... Et restez avec nous, Hassan. Alors, cette question, Mossab, que vous avez suscitée, qui est très intéressante, pourquoi Tebboune n'a-t-il pas ordonné une enquête sur l'opération Harga, qui a été inédite, on n'a jamais vu ça, de 400 à 1000 Harraga qui sont partis en quelques heures seulement, dont personne n'a été appréhendé, qui ont trouvé la voie libre, il n'y avait pas un seul garde-côte pour les intercepter, et il n'a pas demandé d'enquête. Il y a aussi l'autre histoire des collaborateurs de France 24 que les barons du régime au plus haut niveau de l'État ont dû libérer dans des conditions rocambolesques, et là non plus, on n'a pas demandé d'enquête, ce qui est très étonnant. À votre avis, Mossab Hamoudi? C'est que tout simplement, les choses sont ailleurs. Ce n'est pas ce que l'exécutif Tebboune Jarrad nous donne à voir, c'est complètement ailleurs. Parce que l'exécutif est un exécutant finalement. S'il n'exécute pas les ordres qu'il reçoit, voilà, ils seront exécutés, soit au sens propre, c'est facile pour des généraux sanguinaires, ou bien au sens figuré, c'est-à-dire écartés, et c'est facile de les écarter. Le problème ici est ailleurs. Maintenant, c'est le noyau du régime, parce que si un exécutif, un duo Jarrad-Tebboune n'arrive pas à assurer l'eau, l'électricité, le vivre, n'arrive pas à gérer le b.a.-ba d'un fonctionnement, ils peuvent démissionner. C'est mieux que de raconter des bobards. Mais ils sont désignés pour jouer ce rôle. Et justement, maintenant, on a ailleurs une guerre des clans.
Et en fait, plus précisément, ce n'est pas qu'une seule guerre des clans, parce que les clans maintenant, c'est pas effectivement cela, c'est une guerre de gangs à l'intérieur d'un clan. Parce que les deux clans actuellement, bon, il y a un qui a pris le dessus en désignant Tebboune, l'autre qui s'est affaibli. On a vu même l'extradition du secrétaire de Ahmed Gaïd Saleh de Turquie, qui est Karmet Bounouira, qui est extradé depuis la Turquie. Donc c'est une façon de se débarrasser complètement de l'aile de Gaïd Saleh, après Wassini Bouazza et les autres. Maintenant, c'est ce clan qui essaye de gouverner, mais qui ne peut pas, qui n'arrive pas, qui est Al-Mouradi, qui a installé son président, son semblant de vitrine politique, mais qui n'arrive pas à gouverner, qui n'arrive pas à installer son pouvoir. Maintenant, il y a une déchirure interne, c'est-à-dire on a déjà la moitié de la Issaba qui est en prison, la moitié qui est dehors n'arrive pas à gouverner, et donc elle se chamaille, elle se querelle à l'intérieur et elle se déchire. C'est ça la configuration actuelle du régime, et à l'intérieur de cela, ça apparaît de cette façon, parce qu'il y a une façon de faire qui est très sécuritaire, qui est une mentalité très militaire algérienne, et ils essayent toujours de mettre le clan ou le gang concurrent en difficulté en lui jetant des pots de banane pour qu'il glisse. Et donc, dans ce cas de figure, on comprend pourquoi on peut provoquer des incidents ici, une pénurie d'eau potable là, une coupure d'eau ou d'électricité, c'est toujours pour mettre Tebboune en difficulté, mais aussi Tebboune fait pareil. Donc, il ne faut pas qu'il soit, c'est-à-dire dans la configuration d'un bout de flair, il ne sait pas. C'est pas comme ça. Quel est l'intérêt des clans, enfin, comme vous dites, des gangs à l'intérieur du clan, des gangs adverses? Quel est l'intérêt de ces gangs de porter préjudice aux gangs de Tebboune, puisque c'est du suicide, ils se retrouveraient tous dans la mouisse, si je peux dire. Mais bien sûr, mais actuellement leur seul souci c'est la concurrence, d'essayer d'écarter ceux qui gouvernent réellement et de se substituer à eux. C'est-à-dire maintenant ces gangs sont en train de se chamailler, de se déchirer et n'ont aucun souci, même pas le moins, de la gestion du pays. Et c'est pour ça que le pays se trouve dans cette situation, parce que ceux qui sont aux manettes n'ont aucun souci de le gérer. C'est que maintenant, le problème est que tout cela n'est plus comme avant, parce que ça a tout le temps été comme ça en vérité. Mais avec l'histoire de France 24 qui est inédite, parce qu'on sait que nous, en tant qu'Algériens, à l'intérieur de l'Algérie, on sait que, bon, ils sont à la solde de l'ancien colonisateur. Mais c'est la première fois que ça apparaît à l'international, parce que France 24 est une chaîne à l'international. Ici, il y a une menace d'un ordre nouveau, et qui est la menace de la souveraineté nationale, parce que c'est apparu pour la première fois au grand jour, à l'opinion internationale, qu'il y a un clan qui obtempère aveuglément aux injonctions du Quai d'Orsay, de l'Élysée. Et ça, c'est très menaçant, et c'est une configuration inédite, et qu'il faut la prendre comme une menace très très sérieuse, mais vraiment très très sérieuse. Et restez avec nous, Moussa Mahmoudi. Rachid Malawi, sur ces deux affaires qui pourtant puent, excusez du terme, le complot, le règlement de compte, les bâtons dans les roues, et j'en passe. Les Harraga, qui est très vraisemblablement un coup tordu, et cette histoire d'incarcération des collaborateurs de France 24, qui est très vraisemblablement un coup tordu. Pourquoi Tebboune n'a-t-il pas demandé d'enquêter là-dessus? À moins qu'il ne l'ait demandé au service secret. Normalement, bon, la question, c'est-à-dire, elle est claire, c'est-à-dire, on ne peut pas, la question du pouvoir, le pouvoir actuel n'est pas stable, puisqu'il n'a pas été choisi par le peuple et imposé par le Irak et les manifestations pour un renouvellement. Ce pouvoir a été mis en place par un clan. Donc, la guerre du clan qui est en train de se faire, c'est-à-dire ils sont en train de gérer l'Algérie pour stabiliser leur pouvoir. C'est pas pour stabiliser l'Algérie. C'est pour eux se stabiliser autant que ce pouvoir et pour continuer à travailler. Mais jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas stabilisés. Parce que tellement la gangrène, elle est à l'intérieur du pouvoir et les guerres du clan, et chacun veut reprendre. Il veut venger ce qu'il a été, parce qu'il a été écarté par l'autre clan et tout ça. Donc tout ça, c'est-à-dire, on ne peut pas penser à la gestion du peuple, ni au bien du peuple, jusqu'à quand on va stabiliser notre pouvoir. Donc ça, c'est le premier pas de leur travail de maintenant.
Et puis, mais le problème, c'est qu'il y a des scandales partout. Scandale social, scandale l'environnement, scandale de l'eau, il y a tout ce scandale qui sort et ils doivent répondre. Ils ont répondu, pas simple, on va faire l'enquête. Maintenant, comme vous avez dit, le haraga, n'oubliez pas, nous on vous informe que nous, on a déjà, en 2013, 14, on a posé plainte au niveau de l'ONU sur le problème de l'immigration qui a été, parce qu'avant ils ont été maltraités, interdits d'être hospitalisés. Il y avait des femmes qui ont fait, ils ont fait naissance, ils ont ramené la femme, ils ont laissé les enfants dans des bus. Il y avait, à la veille d'un conseil économique africain, il y avait un ramatage à Alger, ils ont ramassé les immigrants dans des bus, ils l'ont ramené dans les chaleurs jusqu'à la frontière et lancé. On a posé plainte et on a été devant notre gouvernement qui a dit on doit répondre à ça et il a calmé après. Donc cette histoire on la connaît, notre syndicat travaille sur l'immigration. Mais maintenant, c'est le haraga qui se sont calmés pendant le Hirak parce qu'ils voyaient qu'il y a un espoir, qu'il y a un changement, qu'on va avoir une distribution légale des richesses algériennes et va se développer. Ils ont vu c'est foutu et ils ont repris des milliers de haraga. Donc, mais ils peuvent pas dire ça, mais le monde est en train de voir. Le monde est en train de voir ces haraga qui fuient l'Algérie. L'Algérie, pendant le gestionnement de santé, vous avez vu, quand les gens ils ont critiqué, ils ont dit complot, ils ont fait rentrer des gens, des Facebookistes, parce qu'ils ont parlé ou ils ont critiqué c'est-à-dire leur maltraitement de leur famille dans l'hôpital, ils ont été en prison. Et ils veulent calmer par n'importe quel moyen. Tebboune qui déclare très sérieusement, que pour lutter contre la harga, contre les immigrés clandestins, il allait envoyer des jeunes Algériens faire un stage de misère dans les pays européens pour voir la misère et être dissuadés définitivement de partir dans ces pays de misère. C'est ça, c'est dans l'interview dont j'étais campagne à les élections où j'étais président déjà, je pense, j'ai entendu ça mais c'est vraiment, c'est-à-dire c'est une campagne. On peut plaisanter à la campagne, mais si c'était président, c'est catastrophique. Parce qu'il faut savoir, même les gens qui sont à l'étranger et qui n'ont pas de papier, ils ont le droit de soins. C'est un gratuit, le droit de soins, le droit de la santé, c'est l'importance de la santé. Eh bien, justement, nous allons voir une vidéo qui nous est venue de quelqu'un, un harak de Bokadir, qui est arrivé en Espagne, qui est allé demander de l'aide alimentaire. Regardez cette scène. كونك وكال برك ماكله تاع قرن هاي كونك طويل العمر برك عاش وفتره مضى صور من افتح له السيسيه مثل ما روح عاش برك عاش عينك البندق عينك عينك هذا كيف تعيط بنت بندق هذا البندق عينك الباوي ربك عينك كيوي عينك شات تصور شات تخلي عينك عندك الشيكولا انواع الشيكولا اوه هيباتيسري ذكروا نقطعوا ناكلوا غادي الجاده هذا عمرهم أمي يقول لك اعطيني نكوه أمي يقول لك اعطيني ريسيدونس أمي يقول لك جيب لي مشاهده فيه زين هما والو لحقنا لهم قلنا لهم كوميدا قال لك كونديا صفار دواء تحليل وفات رمضان في بوقادير قال لك بلمس قال لك تبون قال نعطيكم مليون ونعطيكم شويه ماكله قال لك قسموها غير هما في بعضهم بعض قالوا له ما كاش ما جانا والو من عند تبون عينك والطوط بزياده عينك هي مخربعه هنا في كعت ما نعرفش هي وعينك الحمام السعيد جيب لي الخوه جيب لي كيفاش ما قلتوها لك كيف لك كيما قال والله ما درتش كاع معنا شافني باك شافني هذو الناس هضره قليله خاصك كذا كوميدا برك كوميدا عينك الحلوى رب العالي ودايرين لك الساشيه عينك حلوى دايرين لك الساشيه رب العالي عينك سباقت عينك اوتي انا نبغي الحوت وريشوك الحوت وريالي عينك الحوت مقلاصي كونجلي
وفي رمضان في البقعه ديال اللي فيها الحوت شحال هذه تقطهم هذه هنا دير مناقش هذه شحال قايمه في الجزائر هذه شحال قايمه في الجزائر هذه ملايين ولا كوب هذا 4 ملايين ولا 5 هذه تباع بالكارت جريس في الجزائر يقولوا ما عندك كارت جريس ولا كما تشري انا يبارك لك في الاميري لا والله عينك هذا الناس عينك قلت له قريب 200 قضاة الاسلام راه هنا ولدي الاسلام راه هنا هذه طماطيش هذه واه عينك السياره هذو يوم سلفان انت دارت هذو تاقسناهم سيد كلشي دار مليح الحمد لله الحمد لله هذا شيء والله في العام والله انا في العام رحت شي يضرب حبات حنا 5 شي يضرب 4 لا في العام واقيلا يدير 4 ملايين الكيلو 4 ملايين و200 مالك حتى كنقوت براسك عين هذا الناس وليدي الاسلام راه هنا شوف كثر خيرهم Hassan, je sais que vous avez un portable, que vous n'avez pas vu les images, mais il faut voir, hein, franchement. On ne sait plus si on doit pleurer ou en rire, c'est incroyable. Hassan Mouali, donc sur cette histoire de complot, pourquoi n'ont-ils pas parlé de complot? Monsieur Tebboune qui demande d'enquêter, pourquoi n'a-t-il pas demandé une enquête sur l'affaire des Harraga et sur l'affaire de l'incarcération des collaborateurs de France 24? En fait, moi je pense que quand c'est son pouvoir qui est remis en cause, il préfère ne pas en parler, naturellement. Le scandale de France 24, le premier scandale, c'était d'abord d'avoir parlé un 5 juillet à une chaîne publique française qui dépend du Quai d'Orsay. Personnellement, je l'ai vécu comme un affront. Un 5 juillet, on fait un discours à la nation devant la caméra de la télévision publique, on s'adresse aux Algériens. Et quand on choisit de recevoir une chaîne de télévision étrangère contre laquelle on avait déposé plainte un mois ou 2 mois auparavant, on se pose des questions quand même. On se pose des questions. Après, on emprisonne quelques mois plus tard. On emprisonne un journaliste, un ancien correspondant de cette même chaîne, et le lendemain, on le libère. Je suis désolé, ça s'appelle de la mauvaise gouvernance. On ne peut pas l'appeler autrement. Après, quand on parle de Mohamed, complot et tout ça, c'est des complots claniques, c'est des luttes claniques. Ça ne nous concerne pas en tant que peuple. Et l'affaire des Harraga, l'opération Harraga? L'affaire des Harraga, elle revient comme un boomerang à la figure du pouvoir. C'est eux. Si ces jeunes se jettent à l'eau par une mer incertaine, au risque au péril de leur vie, ça veut dire que ça souligne la faillite du pouvoir actuel. Le président et son gouvernement, tout simplement. Ce n'est pas la faute des citoyens de Ain Tagoureit ou je sais pas moi, des gens de TBSA. C'est pas leur faute si les Algériens qui habitent toute la pente côtière prennent des parcs de fortune et s'en vont vers les côtes espagnoles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perspective en Algérie. Ces gens-là, ils croient qu'ils sont morts ici. Ils essayent de survivre en allant ailleurs. Et pour revenir à la fameuse proposition électorale, entre guillemets, de l'ex-candidat Abdelmadjid Tebboune qui dit qu'on va envoyer des journalistes, des Algériens, faire leur stage dans des pays européens pour voir la misère là-bas. Franchement, ça aurait pu faire rire. Malheureusement, c'est de notre pays qu'il s'agit, c'est de notre jeunesse qu'il s'agit. Un candidat à la présidentielle qui dit qu'en Europe, il y a de la misère et chez nous, c'est vraiment le paradis, c'est l'Eldorado. Là, ça lui revient à la figure. T'as sur un week-end, 450 jeunes Algériens qui ont été interceptés sur les côtes espagnoles. Voilà la réponse. Alors, il faut juste se poser la question. Pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que vous gérez très très mal. Quant à ces histoires de France 24 et tout ça, je pense que il y a clairement des luttes claniques, malheureusement pour ce pouvoir, parce qu'il présente un grave déficit de légitimité, il ne pourra même pas se faire aider par le peuple. Le peuple, quand je dis le peuple, il y a le grand peuple, mais il y a aussi bien sûr le Hirak qui est revendicatif et tout. Le Hirak qui les renvoie dos à dos. Le système avec toutes ses déclinaisons. Parce que même à l'intérieur du système, et bien sûr, il y a des clans, et il y a un clan qui a pris le pouvoir, il y a l'autre clan qui veut reprendre le pouvoir, et le peuple est exclu complètement de l'équation. Mais Abdelmadjid Tebboune ne pourra pas
le peuple du Hirak ne pourra pas lui envoyer une planche de salut parce qu'il dénonce sa façon de faire. Eh bien justement, ce sera le dernier tour de micro. Vous aurez chacun 2 minutes pour nous parler du Hirak qui attend, qui ronge son frein, qui trépigne d'impatience. Mais avant, je vais vous montrer une image qui est en train de faire un peu le buzz. Vous allez voir des pompiers qui sont en train d'éteindre un feu de forêt avec des petits hélicoptères, avec des petits godets d'eau. Mais le comble, c'est quand ils jettent de l'eau sur un peu de fumée, ça devient un gros incendie au point où ça a fait dire aux réseaux sociaux avec quoi ils éteignent les incendies, avec du mazout ou quoi. Regardez. انا ندزه هذا الكيروزين اسهل نخسانك هاتنا مات هاتا تريد هذا الهليكوبتر زعما خصها تخسي هاتنا ندز الشاه هاتنا مثلا هاتنا مثلا هاتا المازوت السرن ماشي ذا مانا Incroyable. Moussa Hamoudi, dernier tour de micro. Vous aurez 2 minutes chacun pour essayer de nous dire ce que vous pensez du Hirak. Vous, particulièrement, Moussa, qui êtes dans le Hirak parisien, qui est très, très ciblé, contre lequel on est en train d'envoyer des brigades quasiment pour le démolir, pour le dévaster, pour le séparer, pour le diviser. Moussa Hamoudi. De toute façon, même par rapport aux images, vous voyez que même un régime militaire du type sécuritaire algérien, même pour être oppresseur, il donne une image caricaturale. Maintenant, et que actuellement, il est sous une énorme pression, tout en étant face à un Hirak confiné. C'est-à-dire, il faut le savoir, toutes ces difficultés, toute la pression au niveau national et international dans les gestions des vraies crises et des grands enjeux, il est à la touche, alors que le Hirak ne revendique rien, il est confiné. Sauf pour dans le front de la diaspora qui fait un travail magnifique. Il a déjoué à une grande manipulation de la séparation et de la division idéologique. Maintenant, pour le Hirak, il va continuer dans sa voie parce qu'il sait que ce régime n'est pas légitime et donc il n'aura jamais une légitimité de l'intérieur des Algériens et il va essayer de la chercher de l'étranger, et là c'est un grand complot qui menace l'intégrité nationale et la souveraineté nationale. On sait aussi, on a vu avant-hier le fameux quotidien britannique spécialisé dans l'économie, The Economist, qui a dit que pour l'Algérie, il lui faut un baril de pétrole à $157 pour essayer de se maintenir, d'améliorer son rendement, c'est pas de sortir de la crise, alors que la meilleure moyenne des pays arabes actuellement est à $40 le baril. C'est-à-dire, ce régime est totalement dans l'impasse. Il a essayé de jouer ses jeux favoris, donc diviser à base ethnique, ça a été avorté de l'intérieur, à base idéologique, ça a été avorté de la diaspora. Qu'est-ce que c'est que ce buzz de Normalion? Très rapidement, Moussa. Ouais, pour Normalion, en fait, c'est une réaction. Le régime a essayé de diviser. On lui a dit, on est normaux, donc on n'est ni islamiste, ni progressiste de la façon que le régime veut nous renvoyer. Bien sûr, après, c'est savoureux, mais ça reste du sens commun, du point de l'analyse, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de contresens dans le dialecte algérien, qui relève de la carence orthographique et du vocabulaire, parce que normal, c'est la norme, mais c'est les Algériens, c'est l'absence de norme. Ça veut dire qu'on ne se laissera pas diviser, pour le moment du moins, on n'est ni d'un ancrage idéologique ni de l'autre, on est juste des hirakistes normaliens, comme ils disent. Exactement, et il faut savoir aussi que ça relève d'une conscience, ça veut dire que les Algériens savent qu'ils sont opprimés face à un oppresseur, et quand il y a ce mouvement, cette haraka, ce harak, ça veut dire que l'opprimé a su qu'il est oppressé par un oppresseur, et donc il devient révolutionnaire. Merci. Et c'est ça le terme générique, c'est-à-dire qu'actuellement il faut faire face parce que ce régime est une grande menace. Alors, Rachid Malawi, sur le Hirak, et vous êtes à l'intérieur, vous procédez de cette démarche, vous aussi, vous êtes un animateur connu. Alors, le Hirak, stand-by, épuisé, perdu, à votre avis?
Non, la question, déjà, l'urgence de la question maintenant, il faut être réaliste. J'ai dit plus de 2 millions qui n'ont pas de salaire et il n'y a que les fonctionnaires de l'État et les entreprises publiques qui ont de salaire. Les autres, ils n'ont plus de salaire. Donc, plus de 2 millions et plus. Plus la pauvreté. L'urgence maintenant, c'est un problème social et problème de santé. Social, il faut que le pouvoir prenne une décision. Déjà, avec la loi de finances qui existe et l'argent qui existe maintenant, c'est des fonctionnaires qui sont touchés sont payés à partir de 15 millions de centimes jusqu'à 45 millions. Des ex-ministres, des ex-généraux, des cadres centrales, des hauts retraités, beaucoup d'argent. Ils doivent prendre des décisions, prendre une solidarité entre prendre de l'argent, une partie de cet argent à partir de 15 millions pour essayer d'aider ces millions qui sont sans salaire. Ça, c'est la solidarité. Travailleurs, c'est d'État. Ne me dis pas qu'il n'y a pas d'argent, il y a la loi de finances qui a voté tous les salaires. Donc, on prend une partie et on donne ça. Pour vivre, les gens doivent manger. Et une partie, c'est d'aider maximum importer, même si on importe les matériels, pour sauver la santé et que même le mout qui va mourir meurt sur un lit propre. Un lit propre. On peut mourir sur un lit propre. On peut mourir sur un lit propre. On doit avoir un lit propre de l'hôpital et un oxygène. C'est pas possible. Donc, investir dans la santé le plus urgent. C'est la seule solution. On va pas parler de économique, on va développer l'économique. On n'a pas développé avant, on va pas développer maintenant. Ça, on est foutu par rapport à cette économie. Maintenant, on doit sauver ce qu'on peut sauver avec l'argent qui existe. Merci. Ça, le premier point. Merci, Rachid. Merci, Rachid. On peut passer à autre chose. Merci Rachid. Alors Hassan Mouali, sur le Hirak, le mot de la fin vous revient. Alors, sur le Hirak, je souhaite qu'il n'y ait pas de mot de la fin d'ailleurs. Le Hirak, pour moi, c'est une idée, c'est l'expression d'une conscience citoyenne qui a atteint son apogée. Maintenant, de larges secteurs du peuple algérien ont compris que ce système est mortifère. Comme l'a dit si bien Mouloud Hamrou, le système est anti-national. Donc, il est heureux malgré tous les ratés, malgré les quelques anicroches qui ont jalonné son processus. Le Hirak est toujours là, l'idée est toujours là. Beaucoup d'Algériens ont compris qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur du système et qu'il faut transformer ce rejet du système en projet politique. Les Algériens, ils ont essayé de diviser le peuple algérien depuis 62. Les Kabyles contre les non-Kabyles, les francophones contre les arabophones, les gens de l'Est contre les gens de l'Ouest et que sais-je encore. Ça, maintenant, il y a une prise de conscience des Algériens qu'on les a bernés. Même la dernière escroquerie politique en date, c'est la fameuse Badicia Novembria. Ça, voilà, finalement, les gens se rendent compte que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est juste un slogan creux qui est destiné à enfumer des Algériens et à mettre le feu entre des Algériens, alors qu'ils ont les mêmes revendications, le même idéal, l'idéal du changement démocratique, l'idéal d'une Algérie belle et rebelle, au sein de laquelle chacun d'entre nous trouvera sa place et que la méritocratie soit érigée en règle de gouvernance. Voilà ce que nous demandons. Je pense que le Hirak, globalement, malheureusement, ma corporation, les journalistes, elle est la moins engagée, malheureusement. Je suis dégoûté de le dire. C'est la moins engagée, mais quand je vois ces avocats libres qui sillonnent le pays pour défendre les jeunes Hirakis qui ont été emprisonnés, ça donne de l'espoir. Merci. C'est très beau, c'est très beau, et j'espère que ça va continuer. Merci Hassan Mouali, merci Moussab Hammoudi, merci Rachid Mahlaoui, merci Cheikh Farhat, merci à vous chers amis, comme vient de nous le dire notre ami Hassan, le Hirak est toujours vivant, l'espoir est toujours palpitant et il n'y a rien que le temps ne répare. Barakallahu fikum, bqaw ala khair, bislama.